Vous connaissez les plus célèbres: Pôle emploi, Météo France, le CNRS, ou bien encore la réunion des musées nationaux qui gèrent entre autres le Louvre. Tous ces organismes sont ce qu'on appelle des agences de l'État. Financées par l'argent public, elles sont censées être plus efficaces que l'administration, car spécialisées dans un domaine. Mais ces dernières années, elles se sont démultipliées. Il y a par exemple l'ATIH, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ou encore le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et du coup, on en compte aujourd'hui en France plus de 1200, auxquels on reproche de faire doublon et de gaspiller l'argent public. Au total, elles engloutissent la somme astronomique de 50 milliards d'euros. Comment la dépense a-t-elle pu filer ainsi? Et l'État contrôle-t-il encore la situation? Pour commencer, ce que l'on reproche souvent aux agences, c'est leur train de vie très confortable. En plein cœur du très chic 7e arrondissement, l'un des plus beaux quartiers de Paris, ce bâtiment de prestige accueille une mystérieuse agence au nom compliqué. ACNUSA, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ces 12 employés sont plutôt à l'aise dans leurs 300 mètres carrés. Ils ont 2 fois plus d'espace que la norme dans la fonction publique. Tout au bout du couloir, dans son immense bureau, siège le président. Victor Haïm, un ancien magistrat de 66 ans, qui n'avait pourtant rien à voir avec les avions avant d'être nommé. C'est ce que j'avais dit à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi bien lorsqu'ils m'avaient auditionné. Moi, les avions, je les connaissais par Bugdani et puis Thierry Laverdiou, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. En fait, je n'avais aucune expérience des avions, à part le bruit qu'ils font et 2 ou 3 voyages, très peu de voyages en avion. Je suis plutôt casanier. Avant d'être nommé, mais il n'a pas tellement hésité à accepter ce poste qui lui permettait de repousser son départ à la retraite, tout en touchant un confortable salaire de 8 000 € net par mois, la plus belle rémunération de sa carrière. Quand je me suis rendu compte que ça me permettrait d'avoir encore 6 années de travail avec quelque chose d'un peu nouveau, intéressant, j'ai dit oui. Et je ne regrette pas. L'organisme qu'il préside a été créé il y a 15 ans pour calmer une agitation autour des aéroports. Dans les années 90, les riverains de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle se plaignent du bruit des avions. Le trafic aérien est en pleine expansion. Ils arrêtent les projets de multiplication des pistes. Et surtout qu'ils arrêtent de voler la nuit, qu'ils arrêtent de ne pas nous... parce qu'ils ne nous respectent pas, voilà. Le dialogue entre les riverains et l'aéroport semble impossible. Alors, pour régler le problème, le gouvernement crée en 1999 un organisme censé jouer provisoirement les médiateurs. Et c'est toujours, 15 ans plus tard, la mission de Victor Haïm avec une belle petite équipe de 12 personnes. Le bureau de M. Gérard Rédé, secrétaire général de l'autorité, Sylvie Rodon, qui est notre gestionnaire administratif et financier, qui a la lourde responsabilité de tenir les dossiers et les cordons de la bourse. Ce sont des fonctionnaires qu'il a dû convaincre de quitter leur administration, ou des spécialistes qu'il a dû recruter dans le privé. Céline, la terreur des compagnies aériennes qui s'occupent des... La conséquence, souvent, c'est que dans les petites agences, les rémunérations sont supérieures de 20% à la fonction publique. D'un dossier. Et en plus, alors que l'État est censé faire des économies, ici, il continue d'embaucher. Il y a quelques mois, sont arrivées ces 2 jeunes femmes. C'est le bureau de Nathalie Guittard qui s'occupe du polaire avec son adjoint.
Car la CNUSA s'est fait attribuer une nouvelle mission, vous pouvez peut-être contrôler indiquer la ce que vous qualité étiez en de train l'air faire. autour des Donc, aéroports. il y a le ministère de l'écologie qui a publié un guide Ainsi, pour toutes les depuis sa associations création, de qualité de l'air, l'agence un a guide à triplé ses appliquer pour effectifs, avoir passant de une 4 méthode à 12 harmonisée personnes. sur le calcul de ces émissions. Alors Est-ce qu'à pourquoi terme, M. on pourrait Haïm espérer a-t-il avoir, besoin d'autant de des règles monde? suffisamment précises pour envisager Comme le veut sa mission, l'agence organise des rencontres entre les riverains, les compagnies aériennes et les aéroports. Une journée par an, dans 12 grandes villes de France. Mais ça ne suffit pas à occuper toute l'année. Il y a aussi quelques missions de haute importance. Comme celle qui réunit ce matin une acousticienne qui travaille pour l'agence, Aline Golupo, et le responsable du pôle bruit, Monsieur Lepoutre, avec son chapeau. Alors voilà, la station complètement terminée, donc elle Ils viennent contrôler à accordée, proximité de Roissy cette électriquement, station de mesure du bruit installée par la société Aéroport de Paris. Ils se serviront des données pour défendre les riverains. Ils ont juste une toute petite vérification à faire, s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence. au passage de l'avion. Bien placé. C'est une ligne de chemin de fer à côté? On entend oui la ligne effectivement des chemins de fer, mais qui ne perturbe pas la mesure. Oui, non, ça monte qu'à 50. La vérification qu'on vient faire, c'est vérifier que la station de mesure est effectivement implantée à un endroit qui permet bien de mesurer effectivement le bruit des avions et pas le bruit des trains ou d'une autre activité qu'il pourrait y avoir aux alentours. Voilà. Sans avoir leur propre instrument de contrôle, ils constatent simplement que la machine a bien l'air de prendre en compte le bruit de l'avion. Une quinzaine de stations comme celle-ci ont été installées depuis 1 an et demi. Mais manifestement, ils ne se pressent pas pour venir les inspecter. On les a pas encore toutes visitées. Il vous en reste combien à voir? À voir, en fait, c'est la première celle-là. Donc il en reste 14. Mais alors, assument-ils au moins leur mission? Faire en sorte que les riverains soient moins gênés par les nuisances aériennes. Pour obtenir des avancées, l'agence de Victor Haïm émet des avis auprès de l'administration. Des avis notamment élaborés par un collège d'experts comme celui-ci, d'anciens pilotes ou responsables d'aéroports, ou encore des scientifiques. On est dans une configuration. Ce sont des zones plus éloignées où des gens avaient un peu de bruit et ils se retrouvent avec plus de bruit dû aux réflexions sur le relief, c'est ça? Ils rédigent ensuite leurs recommandations. Ça se fait toujours à un endroit précis. Seulement voilà, Ça se fait toujours aux États-Unis. de l'aveu même de Monsieur Lepoutre et du président, l'administration ne les suit pas toujours. Vous me rappelez les distances, là, un peu? L'autorité n'a pas pouvoir d'imposer ses recommandations. C'est comme le nom l'indique, ce sont des recommandations. C'est pas un peu décourageant parfois? Ça peut l'être, mais bon, on garde espoir quand même, hein, on continue à travailler. Hein. Cet aveu d'impuissance, c'est bien ce que leur reprochent les riverains des aéroports. À quelques kilomètres de là, la mairie de Saint-Prix héberge l'association de défense contre les nuisances aériennes et son responsable, Alain Perry. Pour ce militant de la première heure, le résultat est loin d'être à la hauteur de ce qu'il espérait. Alors qu'il est concerné au premier chef, il estime même que la CNUSA est un gaspillage d'argent public. En fait, personne ne suit ses avis et ses préconisations. Il ne se passe quasiment rien. Donc, en fait, on trouve intéressant quelquefois ces préconisations sur les éliminations des avions bruyants, sur différentes choses, mais ce n'est pas suivi des faits. Et donc, voilà dans quelle situation on est. On est un peu triste de voir comment la CNUSA avance, sachant que c'est une agence d'État. D'après ce que l'on sait, des rémunérations, c'est assez significatif, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, où on cherche absolument à optimiser l'activité de l'État, à réduire les coûts, on peut s'interroger sur le rapport coût-efficacité. Alors justement, combien coûte cette agence à l'efficacité contestée? Tout compris, entre le personnel et les dépenses courantes, les contribuables déboursent 1,6 million d'euros par an pour la CNUSA. Mais voilà, cet argent
l'agence pense pouvoir le dépenser en toute bonne conscience, car grâce à Céline Calégari, elle en rapporte un peu plus. Une de ses attributions est en effet d'infliger des amendes aux avions qui font trop de bruit au-dessus des habitations. Et pas un passage le plus court entre les deux points. Ici, l'avion n'a pas respecté la procédure et en l'occurrence, il aurait dû se rendre jusqu'à ce point avant de tourner, ce qui lui aurait permis d'éviter cette agglomération-ci. L'avion a tourné trop tôt, il a raccourci sa trajectoire et par contre, du coup, il a nui à l'environnement puisqu'il est passé au-dessus de ce village. C'est pour ça que ce dossier nous est amené. Céline Calégari peut mettre des amendes qui peuvent atteindre 40 000 €. L'an passé, les compagnies aériennes verbalisées ont ainsi versé dans les caisses de l'État 2,7 millions d'euros, bien plus que les dépenses de l'agence. Mais en fait, le contribuable n'est pas du tout gagnant, car ce chiffre pourrait être nettement plus important. Quand c'était l'administration, la DGAC, la Direction de l'aviation civile, qui s'occupait des amendes, les sommes étaient en moyenne plus conséquentes. En 2007, année record, il y a même eu 5,7 millions d'euros de recettes. 3 millions de plus. En fait, comme va nous le dire Céline en aparté, le paradoxe de cette agence, au départ censée être plus efficace que l'administration, c'est que pour ce travail, elle n'a pas accès à toutes les informations dont dispose la DGAC. Cette dernière ne lui communique que partiellement l'identité des avions en infraction. Et là, si vous voulez, si on veut faire quelque chose, il faut demander à la DGAC les données pour faire quelque chose. Voilà. D'accord. Ces données, en fait, elles sont vitales. On peut faire énormément de choses avec ces données. Et ça, c'est une fortune dans les caisses de l'État. L'État perd, c'est une fortune. Une banale guéguerre avec l'administration. Au final, la CNUSA n'est semble-t-il pas assez efficace, et avec ce manque à gagner, elle fait perdre de l'argent aux contribuables. Et ce qui est inquiétant avec les agences, c'est que quand l'État souhaite leur faire des économies, il semble parfois impuissant. C'est l'histoire incroyable du défenseur des droits. Une institution incarnée par Dominique Baudis, mais dont les services sont gérés par Luc Machard. Dans ses bureaux, 150 juristes aident les Français à se défendre contre l'administration ou à faire valoir leurs droits s'ils s'estiment victimes de discrimination. Et en fait, quand elle est revenue, elle a été sanctionnée au bout d'une semaine pour des faits qui manifestement n'étaient pas réels, ou alors ne constituent absolument pas une faute. A priori, il y a quand même un faisceau d'indices qui tente à montrer qu'il y aurait une discrimination dans ce dossier. À l'origine de cette institution, 4 agences. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations, le Médiateur de la République, la Défenseure des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour éviter les doublons et réduire la facture, en 2011, l'État décide de les fusionner. 4 ans plus tard, le résultat laisse pantois. D'accord, mais là, c'est bien, là. D'accord, donc ça, c'est... Loin d'avoir permis de réduire les effectifs, le nombre de salariés est toujours le même après la fusion, plus de 230. Et le comble, c'est que les salaires, en moyenne, ont augmenté. Et voilà pourquoi. Quand on est arrivé, on a constaté qu'il y avait des situations salariales, de rémunération et de primes qui étaient extrêmement disparates, avec de gros écarts selon les catégories. Pourquoi ? Alors, parce que les différentes institutions qui étaient fusionnées n'avaient pas la même politique salariale, n'avaient pas les mêmes habitudes. Par exemple, au moment de la fusion, un juriste avec 1 an d'ancienneté était en haut de l'échelle payé 54 000 € bruts par an, quand un de ses collègues touchait, lui, 2 fois moins, 27 000 €. Vous mettez dans le même bureau des agents qui viennent de 4 institutions différentes. Vous leur dites, vous faites la même chose. Ils se parlent et ils découvrent qu'il y en a un qui touche 40% de moins que l'autre. Il vient vous voir en disant, mais attendez, je ne comprends pas bien, je traite les mêmes dossiers, je travaille de la même façon. Donc la simple équité au sein de l'institution voulait qu'on rapproche les rémunérations des agents qui font les mêmes choses. À ses salaires les plus bas, Luc Machard a donné un coup de baguette magique. De 27 000 € bruts annuels, le moins bien payé des agents est passé désormais à 34 000 €, une augmentation de 26%. Au final,
Même si quelques-uns des plus gros salaires ont quitté l'agence, les rémunérations ont nettement augmenté. La masse salariale n'a donc pas baissé après la fusion. Le défenseur des droits coûte aujourd'hui toujours autant aux contribuables, plus de 27 millions d'euros par an. Parfois, l'État n'arrive donc pas à mettre au régime sec ses agences. Il a aussi le plus grand mal à les fermer, quand elles sont considérées comme inutiles. La Cour des comptes, le gendarme suprême des finances de l'État, les épingle régulièrement. En février 2013, le CNED, Centre national d'enseignement à distance, est dans son collimateur. Il engloutit chaque année 140 millions d'euros d'argent public. La Cour s'étonne de l'effondrement du nombre d'élèves inscrits et s'interroge sur le maintien de l'existence de l'établissement sous sa forme actuelle. Même chose pour le FNPCA, le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat. Une agence chargée de promouvoir les métiers d'artisans auprès des jeunes. Elle le fait par des campagnes de communication. Et la Cour lui reproche de ne pas toujours bien évaluer leur efficacité. Bonjour et bienvenue dans Un métier un jour. Aujourd'hui, nous recevons Flitoul qui exerce la profession de fleuriste. Flitoul, bonjour. Bonjour à vous. L'artisanat. Première entreprise de France. Voilà. La Cour recommande purement et simplement de supprimer l'établissement public, qui dépense 12 millions d'euros par an. C'était il y a 9 mois. Cela a-t-il été suivi des faits? Dans le 13e arrondissement de Paris, à l'adresse de cette agence, chargée de la promotion de l'artisanat, il y a toujours du monde. A priori, rien n'a vraiment changé. Quand on sonne, une secrétaire nous reçoit. Bonjour madame, c'est bien ici les locaux du FNPCA? Oui. D'accord. Nous filmons en caméra discrète. Et donc vous êtes toujours dans les locaux? Ah oui. D'accord. Parce qu'en fait je croyais, moi j'avais vu qu'il y avait un référé de la Cour des comptes et le FNPCA devait disparaître, c'est pas d'actualité du tout ça, c'est... Voilà, je peux pas vous répondre. Merci madame, au revoir. Finalement, le ministère de l'Artisanat qui en a la tutelle nous a affirmé que l'agence allait être réorganisée, mais que son existence n'était pas remise en cause. Et encore, il s'agit là d'une petite structure de 4 personnes. Mais quand l'État doit fermer une agence avec plusieurs centaines de fonctionnaires, cela peut prendre des années. Il y a 2 ans, le temps s'est arrêté dans ces bâtiments à Blois. Ces 2 fonctionnaires se désespèrent. Christine, la directrice, et son employé Freddy travaillent tous 2 pour une agence de l'État, l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui chapeaute les haras nationaux. Mais aujourd'hui, tous les box sont vides. Plus un cheval à l'horizon. Alors ici, c'est une écurie où il y avait 18 box, c'est ce qu'on appelait l'écurie des seigneurs. Il y avait les pur sang, les trotteurs et les anglo-arabes. Il y a eu jusqu'à 135 chevaux sur le haras. Ils ont vécu la fin d'une institution vieille de plusieurs siècles. Créés par les rois de France, les haras nationaux avaient au départ une vocation stratégique, fournir des milliers de chevaux à l'armée. Ce bâtiment n'est pas une ferme, c'est un haras. Au XXe siècle, les soldats ne sont plus à cheval. Les haras deviennent alors une sorte de conservatoire des races équestres au service des éleveurs. Le premier avantage, c'était de mettre des étalons avec une haute génétique à un tarif accessible. On avait tout de suite des tarifs qui étaient très abordables pour un monde d'éleveurs qui était donc un monde rural. Entretenir un cheval coûte cher, mais en fait, ici, on ne recherche pas la rentabilité. En 2008, l'État prend conscience que ses finances ne lui permettent plus de soutenir cette activité, qui coûte près de 30 millions d'euros par an. Et il ferme progressivement la plupart des sites. 450 employés, hyper spécialisés, quasiment tous fonctionnaires, se retrouvent désœuvrés.
C'est Christian Vanier, le directeur général, qui doit faire avec. Alors qu'une entreprise privée ferait tout simplement un plan social, il ne peut évidemment pas licencier des fonctionnaires qui ont l'emploi garanti à vie. La position que je développe, c'est dans l'esprit de la... Alors, pour faire baisser les troupes, c'est un véritable casse-tête. La mission est arrêtée, mais comme on est dans la fonction publique, les fonctionnaires ne sont pas mis à la porte, hein, on n'est pas chez Continental ou Goodyear. Et donc on reconvertit les gens, et une partie de la reconversion se fait dans les services de l'État, très peu, parce que l'État n'embauche plus. Et donc vers le privé, puisqu'il y a des fonctionnaires qui prennent des indemnités, on donne des indemnités. On forme et on donne des indemnités pour que les gens fassent autre chose de leur vie. Ou ils peuvent rester d'ailleurs, hein. On ne met pas les gens à la porte, hein. C'est toujours un choix personnel. Sur les voitures, pour chaque fonctionnaire qui part dans le privé, Christian Vanier doit débourser environ 60 000 € entre les indemnités et les formations. Et puis autrement, il n'y a pas eu d'autres questions sur la... On est bien d'accord que former quelqu'un pour qu'il s'en aille, un fonctionnaire pour qu'il s'en aille, est un objectif. Au final, avec les départs dans le privé qui se font uniquement sur la base du volontariat et les départs à la retraite, 200 personnes ont déjà quitté l'agence. Il reste donc 250 personnes qui coûtent chaque année, selon nos estimations, 13 millions d'euros à l'État. Christian Vanier doit les occuper vaille que vaille. Au haras de Pompadour, même si certains ont encore la chance d'être au contact des chevaux, d'autres ont complètement changé de métier. Certains ont dû se résoudre à travailler entre quatre murs. Xavier, un ancien responsable d'un centre de reproduction, avait sous sa responsabilité 5 personnes. Il fait aujourd'hui le travail d'un simple opérateur de saisie dans ce service. Une sorte de préfecture du cheval, où l'on enregistre l'état civil de tous les équidés de France. Maintenant, je me retrouve dans un bureau, mais je vois les chevaux différemment, quoi. Devant un ordinateur. Devant un ordinateur, ça change. Vous n'avez plus les chevaux au quotidien, ça vous manque pas? Ah, non, j'en ai chez moi. Donc, voilà. On change de... Et c'est vrai que ça change, c'est un grand changement. Mais bon, fallait sauter le pas, quoi. Et le problème pour les finances publiques, c'est que malgré cette tâche très simple, il continue de toucher son salaire de chef d'équipe. D'après nos informations, plus de 2 000 € net par mois. Même s'ils n'en ont plus l'utilité, les haras nationaux sont donc contraints d'employer tous ces fonctionnaires. Alors, en désespoir de cause, ils leur inventent des activités d'un autre temps. Anticipe. Anticipe. Tiens-le. Incurve. Marche là. Freddy, qui était lui aussi spécialiste de la reproduction, s'est recyclé. Regarde où tu veux aller. Il est devenu professeur d'attelage. Tiens le contact. Quand tu pousses, tiens le contact quand même. Transition et au pas. Mais ces cours ne suffiront probablement pas à amortir son salaire. Transition et au pas. Alors, ils ont imaginé plus folklorique. Dans ce petit village du Loir-et-Cher, tous les matins, une calèche fait le ramassage scolaire. Bonjour. Une attraction pour la quinzaine d'enfants qui montent à bord. C'est Freddy, le professeur d'attelage, qui a trouvé le cheval et s'est occupé de former la conductrice. Bonjour. Une mission qui a fait rentrer dans les caisses des haras près de 8 000 €. Une goutte d'eau qui n'évitera pas aux contribuables de continuer à mettre au pot des millions d'euros pour payer les fonctionnaires de cette agence de l'État.